Frédéric de Vulder du Rotary Bruxelles Altitude. Je suis membre de ce club Rotary depuis 2014. Je fais donc partie de la jeune génération des Rotariens. Et j'ai rejoint Patrick lorsqu'il me l'a demandé pour venir l'accompagner au sein du district en tant que trésorier. Il y a un bruit qui court selon lequel le district 2150 n'existerait pas encore. Ce bruit est tout à fait erroné, c'est faux. La preuve, premier élément, c'est qu'il y a depuis quelques heures maintenant une belle photo de groupe qui circule sur les réseaux sociaux et qui témoigne de l'existence réelle de ce district. Et surtout, plus fondamentalement, le processus de redistricting ne peut pas être comparé à une opération de fusion et de scission qu'on trouve dans le privé. Dans le privé, quand on fait une opération de scission, fusion, on se fixe une breaking date, on établit un rétro-agenda et puis le jour de la breaking date, toutes les ressources sont transférées vers les nouvelles structures et les activités sont reprises par ces nouvelles structures. Dans le processus de redistricting, les choses sont assez différentes puisqu'il s'agit d'un glissement progressif des activités qui étaient gérées par les anciens districts vers les futurs nouveaux districts qui existent déjà. Exemple très simple, cette journée d'aujourd'hui, la formation des premiers présidents ou des présidents qui seront les premiers dans ce nouveau district, c'est une activité et qui est organisée par le district 2150 et les anciens districts ne s'occupent plus d'organiser les formations destinées aux présidents de cette année-là. Et l'année prochaine, évidemment, ce genre d'événement va encore s'accentuer. Ceci pour vous indiquer qu'il y a dans le budget deux grandes périodes qui vont être distinguées. D'une part, la période qui a débuté lors, on va dire de manière théorique, le jour du vote du redistricting et qui va courir jusqu'au 30 juin 2020, période durant laquelle il va falloir s'organiser avec certains moyens. Et ensuite, la deuxième période à partir du 1er juillet 2020, à partir de laquelle ces nouveaux districts auront leur existence pleine et entière et auront à ce moment-là les pouvoirs, si j'ose dire, les plus larges. Ils auront même le pouvoir de lever l'impôt à la place des anciens et de percevoir les cotisations. L'établissement de ce budget donc, doit se faire en tenant compte de ce premier paramètre et également d'un certain nombre de contraintes. Première contrainte, c'est le fait que ce travail est toujours en cours de préparation, de progression. Il y a des décisions importantes qui ont été prises ou qui doivent encore l'être. Je pense par exemple à la question que Michel a abordée ce matin, celle du passage en ASBL. Elle a été discutée pendant tout un temps. Maintenant, la décision a été prise et non seulement il a été décidé de ce passage en ASBL, mais il a également été décidé de mettre toutes les activités dans l'ASBL, ce qui modifie évidemment la structure du budget puisque d'autres possibilités pouvaient également être envisagées. La deuxième contrainte, c'est la situation des districts actuels. Quand on pose la question de savoir qu'est-ce que les nouveaux districts vont recevoir, la réponse sur papier est extrêmement simple. On prend les bilans des anciens districts, on fait une règle de 3 et voilà, on connaît le résultat. Dans la pratique, malheureusement, ce n'est pas aussi simple, puisqu'il a été constaté, et pour ça le redistricting a certainement des effets positifs, et il a été constaté, comme Michel l'a également abordé ce matin, qu'il y a eu au cours des dernières années parfois un petit manque d'orthodoxie. J'en perds mes mots, je parle de manière plus modérée que Michel, mais donc il y a effectivement certaines données qui se sont parfois perdues et qui, fort heureusement, ont pu être récupérées. Nos gouverneurs ont tapé du poing sur la table, ils ont fait preuve d'une très grande fermeté et les données ont ainsi pu être reconstituées. Mais on constate là aussi un écart assez important. Je ne sais pas si parmi vous, il y a spécialement parmi ceux qui sont issus du district
district 2170 certaines personnes qui étaient à la District Assembly du 15 mars, où Sébastien de Vries a présenté le rapport financier annuel, on a vu effectivement, et ça concerne la situation de toutes ces entités non juridiques qui étaient véritablement perdues, on a vu une différence très importante entre ce qui avait été voté comme budget pour l'année 2017-2018 avant cet exercice et le résultat final. Sans les données de ces entités non juridiques qui étaient un petit peu perdues, le budget s'élevait à un montant de l'ordre de 220 000 euros. Et quand on constate ou quand on lit le rapport final, eh bien on parle ici de montants qui sont de l'ordre de 320 000 euros, donc 50% en plus qui concernait ces entités non juridiques, toutes ces commissions qui gravitaient un petit peu autour sans être bien intégrées dans la comptabilité. Et la dernière contrainte, c'est la réunion des trésoriers qui doit permettre justement de bien rassembler toutes les données nécessaires à l'établissement du budget et à la fixation de tous les éléments qui doivent être rassemblés et mis sur papier. Alors, au niveau de la structure du budget, forcément, on trouve d'un côté des recettes, de l'autre côté des dépenses. Pour les recettes, nous aurons en premier lieu, et pour cette période-ci, essentiellement, les dotations des anciens districts, donc tout le patrimoine des anciens districts qui va être partagé entre les nouveaux districts, les cotisations qui seront perçues à partir de juillet 2020 à la place des anciens districts, et alors les autres recettes qui maintenant vont comporter deux grands postes. Je dois encore un petit peu actualiser mes slides, mais d'une part, j'avais globalisé tout ça dans autres, les revenus financiers, tout ça, ce sont devenus des choses assez marginales et donc on n'en parle pas trop. Mais il y a aussi maintenant tous les revenus, toutes les recettes de ces commissions satellites qui devront être intégrées dans le budget. Au niveau des dépenses, 4 catégories. D'une part, les événements qui sont organisés de manière régulière, les DTS, les PETS, les DTA, etc. Les scholarships, toutes les dépenses de charité qui existent, les IEP, les EP, le RILA, le Rotaract, etc. Et enfin, les frais de fonctionnement auxquels, évidemment, on n'échappe pas. En ce qui concerne les recettes, pour la première période envisagée, on y est allé de quelques estimations plus ou moins prudentes. On estime dans un premier temps que l'apport du district 1620 devrait s'élever aux alentours de 115 000 euros, celui du 2170 aux alentours de 60 000 euros, et en ce qui concerne le 1630, je ne m'y suis pas trop attardé pour l'instant, au motif qu'il n'y a qu'un seul club du 1630 qui devrait nous rejoindre, et encore, il y a là encore quelques petites incertitudes, mais de toute façon, ce sera relativement marginal. Ça nous fait un total de 175 000 avec un petit plus à côté, puisque dans la réalité, dans la pratique, ce sera davantage. Je vous ai dit, il y a toute une série de manifestations qui sont prises en charge maintenant par les futurs nouveaux districts, qui ne sont donc plus prises en charge par les anciens districts. Et donc, ceci a pour conséquence que les dépenses des anciens districts vont diminuer, surtout au cours de l'exercice prochain. Luc Demol m'a dit récemment qu'en ce qui concerne son district, il évalue ça à 56 000 euros d'économie du fait de ces manifestations et autres frais qui doivent être pris en charge par les nouveaux districts. 56 000 à nouveau à distribuer entre les futurs nouveaux districts. En ce qui concerne les cotisations, qui est la question la plus brûlante et celle à laquelle tout le monde voudrait déjà avoir une réponse extrêmement précise, la situation actuelle, vous la voyez dans le 16-20, la cotisation est fixée à 56 euros par membre, auquel on ajoute 10 euros d'assurance, dans le 21-70, 58 euros. Pour ce qui concerne le futur district 2150, nous n'avons pas encore arrêté définitivement la cotisation qui sera demandée au club en fonction du nombre de membres. Il est probable
Il est probable qu'elle augmente. On va veiller à ce qu'elle n'augmente que dans une proportion limitée, mais je pense qu'il n'y a pas de secret non plus. Les règles mathématiques sont implacables, elles sont là. Il y a des frais fixes qui doivent être couverts. À partir du moment où le nombre de membres au sein d'un district passe d'environ 3300, comme c'est le cas actuellement, à un nombre de l'ordre de 2200, mathématiquement, ces frais fixes doivent être couverts par un nombre moins important de membres et donc ils vont augmenter. On veillera évidemment en parallèle à également travailler sur les dépenses pour qu'elles puissent diminuer le plus possible et maintenir les cotisations dans des niveaux tout à fait acceptables et supportables pour tout le monde. En ce qui concerne les dépenses, il existe, donc je l'ai déjà dit, 4 catégories de dépenses. 2 qui sont obligatoires, inévitables, c'est l'organisation des événements, les DTS, les PETS, les DTA, et également les frais de fonctionnement. Toutes les autres dépenses sont des dépenses qui sont facultatives, que les districts ne sont pas obligés de supporter, mais c'est en même temps le core business du Rotary, et donc on ne peut évidemment pas concevoir que toutes ces dépenses soient supprimées purement et simplement pour pouvoir maintenir le budget à son niveau. Les dépenses que nous aurons donc précisément au niveau des événements jusqu'au 30 juin 2020, ce sont essentiellement ces événements-ci, les PNTS, Prépets d'aujourd'hui, les GETS qui se tiendront en octobre 2019, les DTS en février 2020 et encore des PETS en avril 2020, à moins que les dates aient changé entre-temps, mais ça n'a pas une importance énorme. En ce qui concerne les frais de fonctionnement, ce sont les réunions de district qui sont beaucoup plus nombreuses que celles qui existent dans le fonctionnement ancien, puisqu'il y a un nombre important de réunions de district qui doivent être organisées pour mettre en place le nouveau district 2150, et ensuite divers frais de banque, de secrétariat, de comptabilité, etc., qui ne représentent pas énormément. Lorsque l'on prend la dotation que l'on va recevoir des anciens districts, qu'on enlève le coût des événements et qu'on enlève les frais de fonctionnement, eh bien, on arrivera au 1er juillet 2020 à un certain montant qu'on espère le plus élevé que possible et qui représentera notre fonds de roulement ou notre fonds de réserve grâce auquel nous pourrons réellement démarrer à partir du 1er juillet 2020. À quel niveau fixer ce budget ? Là, des discussions sont encore en cours. Le budget pour la première année du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021. Doit-on le fixer à 220 000 €, ce qui paraît être un montant plus ou moins normal et accessible quand on compare les budgets des districts actuels? On peut dire oui, et effectivement, ce sont des montants tout à fait comparables. Je parle ici de montants hors commission satellite qu'on évoquait tout à l'heure, puisque ceux-là, je n'ai pas encore pu les réintégrer dans mes calculs. Mais en même temps, un budget qui serait fixé à un montant de 220 000 €, c'est peut-être un petit peu trop élevé. 2200 membres, 220 000 €, ça fait une cotisation de 100 € par membre, et donc il faudra plus que vraisemblablement veiller à ramener le budget dans des proportions moindres, et donc veiller également à bien travailler sur l'ensemble des dépenses que nous exposons. Les dépenses, justement, elles devront être déterminées en fonction de tous ces paramètres. On y travaille, mais on ne peut pas encore définir avec suffisamment de précision quels sont l'ensemble des postes, la manière dont cela devra être fait. C'est un travail qui est en cours et le budget devrait en principe, doit être terminé pour le mois de mars 2020. C'est à ce moment-là qu'on pourra vous présenter un budget clair, complet et précis. Je vous remercie de votre attention.